Hello, bienvenue dans un nouvel épisode Écosis, la série du podcast La 6ème page dédiée à l'écologie en littérature. J'adore regrouper les livres par thématique, bien plus que par genre finalement, et c'est la raison pour laquelle j'avais très envie de vous proposer un épisode sur les livres qui parlent d'oiseaux, dans la même lignée que celui que j'avais pu enregistrer sur les livres avec des arbres et des forêts. Alors qu'il s'agisse de jeunesse, de romans ados, adultes, réalistes, imaginaires, peu importe, on va parler ici de 6 fictions dans lesquelles les oiseaux sont à l'honneur. Ces livres abordent aussi des questions environnementales ou offrent une vision de la nature qui me parlait. Et puis je vais aussi vous présenter juste après d'autres recommandations en lien avec la thématique du jour. On va retrouver des essais, des livres graphiques, films, séries et même de la musique. Alors il faut savoir que je suis pas du tout ornithologue, je sais reconnaître la plupart des oiseaux du jardin et un petit peu les oiseaux marins aussi, mais j'ai un œil relativement amateur sur le sujet. Mais je tenais vraiment à vous présenter cette sélection parce que j'adore vraiment les oiseaux, je les trouve beaux, fascinants et certains livres m'ont particulièrement poussé à m'y intéresser de plus près. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler, puisque peut-être que ça vous donnera à vous aussi envie de faire un petit peu plus attention aux oiseaux qui nous entourent, si ce n'est pas déjà le cas. Souvent les oiseaux symbolisent la liberté, avec cette sensation de voler qu'on aimerait tous ressentir. Et pourtant, malgré ça, j'ai trouvé que c'était pas un thème qui était si abordé en littérature, ou en tout cas s'il l'est, il n'est pas forcément relié au thème aussi que moi j'ai envie d'aborder, c'est-à-dire l'écologie, même si on en trouve de plus en plus. On va commencer avec le livre qui est, je pense, ma meilleure lecture de l'année 2023. C'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, publié en brochet chez Seuil et en poche chez Point. On va suivre sur une double temporalité la vie de Kaya, à la fois cet enfant abandonné par tous, par sa famille, qui va apprendre à se débrouiller toute seule dans le marais où elle vit depuis toujours. Elle va devoir trouver comment subvenir à ses besoins, et elle va surtout grandir en accord, en faisant complètement partie de cette nature qui l'entoure, dont elle va finalement devenir une spécialiste. Elle habite cette nature, mais la nature aussi l'habite, et elles ne font finalement qu'un, ce qui fait que Kaya est une enfant complètement sauvage, qui a pourtant désespérément besoin d'affection, de parler aux autres et de rencontrer du monde. Et on va aussi la suivre pendant le procès pour meurtre d'un jeune homme adulé dans le secteur, qui a été retrouvé mort dans son marais, et Kaya est la coupable toute désignée. Ça fait des années que tout le monde se méfie d'elle, de cette fille sauvage, cette fille des marais. Bien avant elle, les gens se méfiaient déjà de sa famille. Et on est vraiment dans un petit village en Caroline du Nord où les gens sont très fermés d'esprit. On le voit aussi d'ailleurs par le racisme ambiant, puisqu'un couple de personnes noires habite à proximité et vont être complètement victimes aussi de tous leurs préjugés et leur haine. Et cette double temporalité nous met complètement en confrontation la vie qu'a menée Kaya et ce que les gens pensent d'elle, l'image qu'elle renvoie finalement. Et on comprend que tout a basculé avec 2 rencontres. On va donc découvrir ces personnages au fur et à mesure que Kaya grandit, mais aussi durant son procès. Et j'ai trouvé ce livre, mais splendide. C'est un hymne à la nature, c'est beau, Alors c'est ce qu'on appelle du nature writing, mais en réalité c'est bien plus que ça. On a aussi une enquête, on a tous les états d'esprit de Kaya qui grandit, qui est cette jeune fille extrêmement attachante, extrêmement touchante. Je pense vraiment qu'elle fait partie maintenant de mes personnages préférés, je l'ai juste adorée. D'ailleurs j'ai voulu à tout prix rester dans cet univers et j'ai donc visionné le film juste après avoir lu le livre, qui était sympa mais sans plus, franchement sans aucune mesure par rapport au livre, puisque dans le film on va se concentrer sur la romance, alors que dans le livre c'est même pas un sujet, c'est bien plus que ça. Oui, on va parler d'amour, mais c'est pas du tout une romance, du tout. Et dans le film, bon, c'est un peu dommage, c'est vraiment très axé sur ça. On suit quasiment pas l'enquête, en tout cas on suit pas du tout le procès. J'ai trouvé ça assez dommage, mais l'esthétique du film était sympa, l'histoire aussi, mais c'est juste qu'il peut pas du tout se substituer au livre. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce livre est particulièrement réussi, c'est que Delia Owens, l'autrice, est diplômée en zoologie et en biologie. C'est donc une spécialiste de la nature et ça se ressent tellement dans les descriptions, tout est tellement visible. J'ai vu chaque recoin du marais, j'ai senti l'atmosphère poisseuse, j'ai pu observer les oiseaux, les animaux, les mollusques, les coquillages. C'était hyper immersif, hyper bien décrit.
très enveloppant et très poisseux. On est vraiment dans ce marais humide où il fait très chaud, très lourd. Et c'est sublime, vraiment c'est sublime, faut le lire. Et les oiseaux vont avoir une place assez importante, notamment avec toute une histoire autour des plumes qu'elle va collecter au fil des années et qu'elle va afficher chez elle comme... Enfin moi j'ai vraiment vu ça comme une sorte d'œuvre d'art énorme à base de plumes, comme une aile gigantesque. Et donc dans le film c'était assez marrant, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Mais donc voilà, c'est vrai que les oiseaux et la nature ont une place énorme dans ce roman, même si il y a plein de choses qui s'imbriquent et c'est ça qui fait, je trouve, le génie du livre, c'est que tous les comportements humains sont analysés par Kaya parce que elle a pu apprendre dans le marais en observant les interactions entre les animaux. Et c'est juste magistral. On va parler maintenant d'Océania d'Hélène Montardre, publiée chez Rajo. C'est une saga en 4 tomes qui est plutôt pour les ados. Ici, on est dans un futur assez proche de nous. La fonte des glaces a provoqué une montée des eaux et donc forcément le déplacement des zones habitables qui étaient sur la côte atlantique française. Flavia et son grand-père guettent les oiseaux puisque leurs habitudes changent en fonction de l'évolution du climat. Et pourtant, à l'époque, personne n'a su écouter les guetteurs ni les scientifiques lanceurs d'alerte sur les dérèglements de la planète. L'Amérique a donc pris les devants en créant une énorme digue, un énorme mur qui empêche l'océan de grignoter ses rivages, mais qui empêche aussi les hommes des autres continents d'affluer. Dans cet univers qui est cauchemardesque, l'information est muselée, les villes sont fermées, les habitants sont sous surveillance, et la liberté d'expression n'existe plus aux États-Unis. Au cœur de tout ça, on a Flavia qui va rencontrer des gens attachants, courageux, et qui va devoir percer les mystères qui animent à la fois le monde entier et aussi sa propre vie. Flavia, c'est donc une jeune fille française qui va se retrouver à faire un voyage immense pour se heurter finalement à cette digue qu'elle va devoir franchir coûte que coûte, et elle va vivre à travers ces 4 tomes une histoire absolument fabuleuse. C'est un livre qui aborde énormément de sujets. On va parler de choses assez classiques, l'amitié, la famille, les relations humaines, mais on va parler aussi de migration, que ce soit celle des oiseaux comme des humains. On va parler de réfugiés climatiques, évidemment d'écologie. Et je me rappelle que j'avais adoré toute cette histoire. La seule chose qui m'avait un petit peu chiffonnée, mais je pense que c'est en tant qu'adulte tout simplement, je suis pas sûre qu'à ado tu fasses vraiment attention, c'est qu'il y avait peut-être trop d'action dans le sens où beaucoup d'allers-retours entre la France et les États-Unis, alors que on comprend que c'est très compliqué de faire ces trajets en bateau, et pourtant elle le fait quand même plusieurs fois. Bon après c'est en tout cas le souvenir que j'en ai, mais c'est vrai que quand on est peut-être plus jeune aussi, on a besoin d'être plus stimulé, avoir plus d'action. Moi ça m'aurait pas gêné que ça soit plus contemplatif. En tout cas c'était très beau, c'était très bien écrit, et les sujets étaient vraiment bien abordés. J'ai lu très récemment Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, publié en brochet chez XO Éditions et en poche chez Pocket. Ici, les oies naines sont menacées de disparition et c'est la raison pour laquelle Christian a décidé de les sauver. Il en a vraiment fait son combat. Il a quitté la ville, son rythme infernal et même sa femme et son fils pour s'installer au cœur de la Camargue en pleine nature au milieu des oiseaux. C'est là qu'il va échafauder son plan en secret, un projet assez fou, puisqu'il voudrait habituer des oisons dès la couveuse au bruit d'un ULM pour un jour voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire à l'abri des dangers. C'est un rêve qui va se heurter à énormément d'enjeux économiques, puisque Christian va devoir chercher des fonds pour financer cette expédition. Mais en face, il se retrouve face à des personnes dont ça n'a pas vraiment l'air d'être la priorité et qui voient en ce projet quelque chose d'insensé. Mais Christian va se retrouver bientôt épaulé par son fils et va alors préparer un grand voyage, sans imaginer toutes les épreuves qu'il trouvera sur sa route. C'est inspiré d'une histoire vraie, celle de Christian Moulec, et j'ai trouvé que le roman était une très jolie aventure. On avait un beau message, et j'ai passé un moment de lecture agréable. J'ai donc trouvé ce roman très chouette. On va y aborder surtout les problématiques auxquelles la biodiversité se retrouve confrontée, l'impact catastrophique de l'humain sur les cycles naturels, les dangers qu'il représente, la situation alarmante de la non prise au sérieux des scientifiques qui se battent pour la préservation de la biodiversité, alors qu'en face, on a des enjeux économiques et politiques qui sont visiblement la priorité. Ce livre, c'est aussi une très jolie histoire de famille, de liens qui se resserrent, de passion, de voyage et de liberté. J'avoue que j'ai un peu tiqué sur le personnage de Thomas, qui est l'adolescent, dont l'écriture était vraiment pas réussie pour le coup.
Il regroupait tous les clichés et points de vue qu'un adulte peut avoir sur un adolescent. Et le pire, c'était la façon de parler, mais même le comportement. Bon, vraiment, aucun ado n'est comme ça. Mais bon, toutes ces scènes, si elles m'ont fait quand même un peu tiquer, c'est quand même facile de se concentrer sur le reste de l'intrigue. Et surtout, j'ai beaucoup aimé quand même la relation qu'avait Thomas avec les petites oies, puisqu'il va se retrouver être littéralement le papa de cette vingtaine d'oies naines, et ça c'était vraiment adorable. C'était une lecture très sympa, avec laquelle j'ai passé un excellent moment. Ça m'aura pas marqué plus que ça, mais voilà, un très chouette livre à lire. Bon, décidément, les oiseaux amènent de fantastiques romans avec eux, puisqu'on va encore parler un de mes livres préférés de tous les temps, avec Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. C'est un livre qui est publié en brochet chez Flammarion et en poche chez Paul Fiction. Ce livre, comme à chaque fois que j'en parle, j'ai pas du tout envie de vous donner le contexte. C'est un livre dans lequel on va suivre une adolescente, enfin elle est sur la fin de l'adolescence, début jeune adulte, et Abby, cette jeune fille, va lors d'un accident de voiture perdre une partie d'elle-même, et elle va donc passer par énormément de phases tout au long de ce livre pour se reconstruire, apprendre à s'aimer à nouveau, à pas avoir honte d'elle, à pas avoir honte de son corps, apprendre à faire avec, enfin sans plutôt, et en tout cas à apprendre à faire sans, mais à faire quand même. Puisqu'au départ, c'est vrai qu'elle va avoir tendance à beaucoup se renfermer sur elle-même, à se dire qu'elle peut plus rien faire, que tout devient trop dur, et c'est un ressenti tellement légitime, mais elle va petit à petit apprendre à s'ouvrir à nouveau, et ça va être possible grâce aux oiseaux, puisqu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui faire découvrir l'ornithologie et les sorties nature, et juste ce livre est tellement beau, tellement doux, je l'ai mais adoré. Donc il va parler forcément de handicap, mais aussi d'oiseaux, de relations familiales, d'à quel point c'est dur de voir d'autres personnes tomber en dépression. On va avoir le point de vue d'Abby qui s'enfonce complètement et qui va repousser les autres par... c'est pas par envie de solitude, c'est par dégoût d'elle-même. Et puis on va voir sa famille, ses amis qui vont absolument pas savoir comment appréhender la situation, comment lui faire mieux vivre la chose. Et moi j'aime trop ce livre, vraiment, j'aime trop. J'ai déjà envie de le relire et je vous le conseille mais 1000 fois, il est sublime. L'année passée, j'ai lu Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker, publié en brochet et en poche chez Gallimard Jeunesse. On y retrouve Ware, un garçon de 11 ans, incorrigible rêveur, qui, lorsqu'il va découvrir un terrain vague avec une église à moitié démolie, va lui apparaître comme un véritable château. Une tour de guet, tout un domaine. Et puis on a Jolene, une jeune fille débrouillarde, drôle et courageuse, et pour elle, ça va être l'endroit idéal où faire pousser ses papayes. Alors ces deux enfants qui ne se connaissent pas encore et qui ont investi l'endroit de deux manières bien différentes vont devoir apprendre à coopérer et à partager leur refuge improbable. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont passer des vacances inoubliables. C'est un très beau roman plutôt jeunesse, mais qui aborde en réalité des thèmes assez durs. On a aussi deux personnages qui sont extrêmement touchants, extrêmement attachants. Ware qui est un enfant assez introverti, très doux, qui a beaucoup d'imagination, qui est plein de compassion, qui est altruiste. Et on a en face Jolene qui est vraiment une fonceuse mais qui semble avoir vécu des choses assez dures dans sa famille. Tous les deux vont vraiment apprendre à s'apprivoiser et à faire front commun pour leur projet, ce qui va surtout les aider lorsque le projet de démolition du terrain vague et de l'église va être mis sur le tapis. Ici, on peut pas dire que les oiseaux soient vraiment au cœur de l'histoire, mais ils vont vraiment avoir leur importance et ils vont quand même porter plein de choses dans ce récit. C'était un très chouette roman, j'ai adoré le découvrir et je vous le conseille vraiment. Et pour finir sur la sélection de romans pour cet épisode, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année, c'est Migration de Charlotte McConaghy, publié en brochet chez J.C. Lattès et en poche chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai reposé, bouleversé, il m'a lacéré le cœur, autant qu'il m'a fait du bien, mais il m'a surtout lacéré. Ici, l'autrice nous offre un roman qui est dur, mais tellement beau. Il est rythmé par les battements d'ailes des sternes arctiques, qui sont finalement de simples points rouges sur un ordinateur reconverti en balise GPS, puisque pour Franny Stone, qui tente de surmonter les pertes qui ont hanté sa vie, il est plus important que tout de pouvoir suivre ce qui pourrait bien être la dernière migration des sternes arctiques. Puisqu'ici, nous sommes dans un futur assez proche, où les espèces disparaissent en masse. Il reste très peu d'oiseaux,
et donc très peu de sternes, sauf qu'un très long voyage les attend, puisque chaque année, elles font un aller-retour entre l'Arctique et l'Antarctique, ce qui constitue la plus grande migration du monde animal. Sauf que pour suivre ces sternes arctiques, Franny va devoir trouver un bateau. Or, tout se complexifie dans le monde, la pêche a été largement diminuée et elle va devoir trouver le capitaine de bateau qui acceptera de la prendre à son bord. Ça va être l'occasion alors pour elle de découvrir tout un équipage. Mais Franny, c'est une femme qui est au bord de l'effondrement, elle est consumée par ce monde qui est aussi brisé qu'elle, et surtout, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Bon, comme je vous le disais, c'est un livre bouleversant, j'ai clairement pleuré, déjà face à la disparition de toutes ces espèces, mais aussi face à toute la situation que peut vivre le personnage principal. C'est en tout cas une des forces de ce roman qu'on pourrait qualifier carrément dystopique, mais qui est en réalité tellement tangible, puisque vraiment il nous met face à nos actions et surtout notre inaction. On a donc une héroïne brisée, complexe, qu'on a mais désespérément envie de réconforter. On a un équipage de navire qui est hyper attachant, une histoire palpitante entre drame, roman initiatique, écologie, nature writing. C'est un livre qui m'a profondément marqué et qui fait clairement partie des livres qu'on n'oublie jamais. On va suivre ces sternes qui sont, comme je vous le disais, juste de petits points rouges sur un écran GPS. Et en fait, le fait de les représenter comme ça, c'était encore plus choquant, je sais pas comment dire, mais on a vraiment cette vision d'individu. C'est 3 petits points et c'est tout. Et il peut arriver n'importe quoi. Une tempête, une vague, voilà, on a juste 3 petits points à suivre qui semblent être les dernières représentantes des sternes arctiques dans le monde. C'est clairement un livre à découvrir, ça m'a donné très envie de lire aussi l'autre livre de l'autrice, qui est Je pleure encore la beauté du monde, mais qui apparemment est encore pire, je pense, enfin qui doit vraiment te détruire. Donc bon, il va falloir que je trouve la force à un moment de le sortir, mais c'est vrai qu'il m'attire beaucoup, même si c'est vraiment pas des romans faciles à lire. On a maintenant fini avec les romans, mais ne quittez pas tout de suite puisqu'il reste encore un certain nombre de recommandations à faire en lien avec les oiseaux. Et on va commencer avec les livres, mais ici essais, avec Habiter en oiseau de Vinciane Després, publié en brochet chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage et en poche chez Babel. C'est une lecture qui a été pour moi aussi passionnante qu'exigeante. Ici, on a un essai philosophique qui met en lumière l'intérêt porté par les scientifiques sur le territoire des oiseaux, leur manière de se l'approprier, de le faire vivre, de s'y loger. C'est un livre qui est très intéressant, bien écrit, très documenté, avec de nombreuses références à des scientifiques, à des articles, à des recherches, des expériences, et c'est une vraie mise en confrontation et en lien de toutes sortes de thèses, opinions, études et expérimentations, etc. Mais par contre, c'est un essai qui n'est pas facilement accessible pour des non-ornithologues ou des non-scientifiques. Pour moi, vaut mieux être passionné ou très renseigné sur le sujet, au risque sinon de le trouver vraiment pas très digeste. Et ça a clairement été mon cas à plusieurs moments. J'ai d'ailleurs dû étaler la lecture sur plusieurs semaines afin de ne pas être saturée d'informations et d'avoir le temps de les mûrir, de les réfléchir et puis de les assimiler. Il y a quand même des choses que j'ai notées qui étaient très intéressantes. Par exemple, l'essai ouvre sur la question de la diversité au sein même des espèces, vers une forme de prise en compte de l'individu dans ce qu'il a de singulier et non seulement dans les habitudes propres à son espèce, ce qui est déjà un point très intéressant à aborder et qui, je pense, doit pas mal diviser le monde de la recherche scientifique. On aborde aussi l'évolution de ce que signifie, entre guillemets, aimer les oiseaux au regard de la science, puisqu'ici l'autrice met en confrontation des pratiques très violentes au XIXe siècle où les collectionneurs confondaient facilement amour et appropriation, voire tuerie de masse au nom de l'expérience. Et on a aussi en face les pratiques jugées amatrices de certains scientifiques qui ont pu interagir avec les oiseaux. On a par exemple ce scientifique qui a fixé plus solidement un nid qui menaçait de tomber. Et c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un livre qui apporte de nombreuses pistes de réflexion sur notre propre manière de s'approprier l'espace. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai fait, mais il n'y a pas d'écrit sur nos propres façons d'habiter. Mais en tout cas, on retrouve de nombreux exemples de territorialisation, je l'ai dit du premier coup, par des espèces d'oiseaux et par des individus également. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'on a une vraie approche humaine, mais pas anthropocentrée sur les différentes manières d'habiter en oiseau.
J'ai aussi lu le livre biographique, qui est en fait une biographie romancée de Len Howard. C'est Le Cottage aux oiseaux d'Eva Meyer, je pense que ça se prononce comme ça. Il est publié en brochet chez Presse de la Cité et en poche chez Pocket. Et on y suit Len Howard, cette musicienne britannique qui abandonne le confort de sa vie londonienne pour se retirer dans la campagne anglaise et se concentrer à son autre passion, les oiseaux. Elle va emménager dans un petit cottage à l'orée d'un bois et d'une réserve naturelle et va faire le choix d'une vie en communion totale avec la nature. C'est finalement devenu une pionnière dans le domaine de l'étude du comportement animal. C'est donc un choix de vie qui finalement l'a conduit bien plus loin qu'elle ne l'avait d'abord imaginé. Et c'était trop chouette à lire. On a vraiment cette femme que les oiseaux aiment. J'ai trouvé ça impressionnant. J'aurais jamais imaginé qu'un être humain pourrait à ce point faire partie du paysage des oiseaux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle a les mésanges habitent avec elle dans sa maison, les rouges-gorges, ils rentrent par sa fenêtre, se posent sur ses épaules, sur sa tête. J'ai trouvé ça absolument fou, et d'autant plus que c'est vrai. Je pense que ça m'aurait pas forcément fait le même effet en roman, mais le fait de savoir que cette femme a vraiment existé, j'ai trouvé ça incroyable. Et rien que pour ça, je vous le recommande. Et puis ça va devenir une petite habitude des épisodes thématiques de la série Ecosis, c'est de vous présenter les livres de la collection Les 10 actions pour réagir, publiés chez Rustica Éditions. Et donc ici, on va parler de Sauvons les oiseaux de Daniel Boone. C'est donc une collection avec de tout petits livres sur une thématique à chaque fois, et j'ai trouvé le contenu de celui-ci très intéressant et interpellant. On a toujours dans un premier temps un état des lieux qui nous apporte des informations très formelles, avec des chiffres et des statistiques qui viennent appuyer les propos, et puis ensuite on a des pistes d'action qui sont données de manière très claire et précise. C'est donc des livres très courts, accessibles, et c'est pour moi un excellent format de sensibilisation. Je crois que l'information qui m'a le plus choquée, et pourtant je le sais, mais le fait de le voir écrit sur papier, ça m'a vraiment fait quelque chose, c'est que plus du tiers des oiseaux ont disparu en 25 ans, et c'est juste mais monstrueux, avec une accélération en plus ces dernières années, et c'est terrifiant. C'est un état des lieux alarmant, et c'est pour ça que je suis très contente de faire cet épisode qui met à l'honneur les oiseaux. Là, je vais pas forcément développer parce que je pense qu'on a déjà passé en revue plein de recommandations, mais je voulais vous parler d'un album que j'ai lu quand j'étais enfant. Je l'ai pas relu depuis, mais je l'avais trouvé très très beau, avec de magnifiques illustrations. Je crois que c'était publié chez Rue du Monde. C'est Martin des Colibris d'Alain Serre, vraiment un livre splendide pour les enfants, et qui se passe au Brésil. En ce qui concerne les films, alors c'est pas forcément des films que j'ai revus récemment, puisque je vais vous parler de L'Envolée sauvage, par exemple, et du Peuple migrateur. C'est des films que j'ai vus quand j'étais petite, mais que j'ai adoré. Je me rappelle aussi de Nico Stratos le Pélican. Et sinon, un film que je connais pour le coup mieux, parce que je l'ai revu beaucoup de fois, c'est Rio, qui, pareil, va aborder beaucoup de questions autour de l'environnement, avec ce côté un peu, alors c'est pas un Disney, mais vous voyez l'idée, ce côté dessin animé. Ensuite, une chanson que je trouve juste sublime, c'est Les oiseaux de Pomme. Mais globalement, je vous conseille d'écouter tous ses albums parce qu'elle fait des chansons assez engagées, elle a une voix tellement douce, tellement belle. Et je voulais aussi noter la LPO, donc, qui est la Ligue protectrice des oiseaux, qui est un petit peu l'association de référence dès qu'on va parler des oiseaux et de préservation des animaux au jardin. Et voilà pour mes recommandations. J'ai quand même noté que j'aimerais bien jouer un jour au jeu de société Wingspan, qui m'a l'air d'être un jeu assez chouette pour peut-être apprendre les oiseaux, ou en tout cas se familiariser avec la chose. Et j'ai aussi un certain nombre de livres dans ma pile à lire, notamment Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton, qui est un livre qui est sorti assez récemment. J'aimerais aussi lire Almanach d'un comté des sables, et Ni Sol Garçon, qui est un peu un classique, et dont j'ai lu pas mal de fois des histoires courtes, mais jamais le roman original quand j'étais petite. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir certains de ces livres qui sont très chouettes pour mettre un pas dans le monde des oiseaux ou pour aller plus loin dans votre passion pour l'ornithologie grâce à la fiction. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite aussi à vous pencher sur l'épisode Ecosis des livres, des arbres et des forêts qui, comme son titre l'indique, parle des livres avec des arbres et des forêts. Voilà, je pouvais guère faire plus clair.
Et puis j'ai aussi plein d'idées d'épisodes du même genre qui arriveront un jour ou l'autre sur le podcast. Sachez que forcément, ces épisodes sont figés dans le temps, ils sont pas mis à jour au fur et à mesure de mes lectures, mais en revanche, ce que je mets à jour, c'est la liste avec toutes mes recommandations sur un thème en particulier sur Babelio. Donc je vous mets le lien en description. Alors je sais pas si c'est très clair mon affaire, mais en gros, tous les prochains livres avec des oiseaux que je vais lire et potentiellement aimer seront à retrouver sur la liste Babelio dédiée, qui est disponible en description. Voilà. Et pour le coup, cette liste est mise à jour au fil de mes lectures. N'hésitez pas si vous avez des recommandations à me faire sur des livres qui parlent d'oiseaux, je serais hyper contente d'en avoir. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.